Hello, hello, bienvenue sur le podcast Pro et Serein, où nous pensons que les techniques qui facilitent la vie pro et perso devraient être connues du plus grand nombre. Nous testons et validons pour vous ce qui, selon nous, marche le mieux, pour vous permettre de vivre votre vie selon vos propres termes. Eh bien, bonjour chers amis, bonjour Geoffrey, bonjour Jean-Phi. Bonjour. Alors, on avait Salut fait Romain, un salut podcast... Jean-Phi. Pardon, excusez-moi les gars. On avait fait un podcast une fois, c'est Jean-Phi qui avait fait ce podcast sur l'art subtil de s'en foutre, Oui. si je puis me permettre. Tout à fait. Et aujourd'hui, on est un peu dans la même veine, j'ai l'impression, puisque Geoffrey va nous dire finalement, foutez-vous la paix. Eh ben, foutez-vous la paix et commencez à vivre. Du livre de Fabrice Midal, qui est sorti aux éditions Flammarion. Voilà, foutez-vous la paix et commencez à vivre. Parce que je trouve une injonction assez sympathique, contrairement à tout ce qu'on peut voir, faire, entendre dans la société d'aujourd'hui. Alors, Fabrice Midal, c'est qui ? Eh ben, Fabrice Midal, c'est Monsieur Jaune. Vous l'avez peut-être déjà vu interviewé à la télé ou etc. Il est tout le temps habillé en jaune. C'est assez marrant. Il a des lunettes jaunes, il a une chemise jaune, il a une veste jaune. Donc voilà, si vous voyez du jaune, a priori, il y a une forte chance que ça soit Fabrice Midal. Ce verre, c'est le seul, mais il y a des chances. Il est né en 67 à Paris. C'est un philosophe français qui est également auteur et enseignant. Et il est également le fondateur de l'école occidentale de méditation, qui propose une approche laïcisée de la méditation bouddhique. Alors, tout ça, comment ça commence ? Eh ben, le petit Fabrice, né à Paris en 67, d'origine polonaise. Et en fait, il est plutôt mauvais élève au lycée jusqu'au moment où il rencontre son prof de philo qui lui donne un vrai goût pour la philosophie. Il fait des études supérieures à la Sorbonne, Cagnes, en candidat libre. Et puis de là, en 88, il a donc 21 ans, il rencontre la méditation. Voilà. Et là, d'un seul coup, il y a un déclic. Il rencontre la méditation, il se tourne vers le bouddhisme, il étudie les textes, et petit à petit, d'une chose dans l'autre, il finit par se mettre à enseigner la méditation. Et il l'enseigne pendant plusieurs années, je ne sais pas si c'est une dizaine d'années, quelque chose comme ça, peut-être plus. Et à un moment, il a une révélation où sa manière d'enseigner la méditation, c'est tellement, selon les textes, c'est tellement important pour lui, c'est tellement sérieux que il se dit mais ça va pas du tout, c'est pas vivant. Et le but de la méditation, c'est quand même d'être pleinement vivant. Oui. Donc il se retrouve pleinement présent, absolument. Il se retrouve dans une espèce de paradoxe, et c'est assez rapidement qui déclenche ce côté mais foutez-vous la paix et commencez à vivre. Alors, qu'est-ce que c'est foutez-vous la paix et commencez à vivre ? Qu'est-ce que c'est que son école occidentale de méditation ? Moi, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment passionnant comme approche. Alors, c'est un petit livre qui est assez facile à lire, qui est assez sympa. Mais contrairement à beaucoup de choses qui circulent sur la méditation, en tout cas en langue française, on nous explique qu'il faut être assis sur un coussin ou sur une chaise, et puis il faut avoir le dos droit, puis il faut avoir la tête bien droite, et puis alors il faut fermer les yeux, mais pas trop, et puis il faut respirer par le nez, à moins que ça soit par la bouche au début avec des grandes inspirations. Et finalement, on a tellement de trucs à faire qu'il y a plein de gens, et moi le premier pendant longtemps, où on se dit mais j'ai échoué à méditer. J'ai essayé de méditer et j'ai pas réussi. C'est quand même dingue. Ouais. Je crois que la pire des injonctions, des injonctions, c'est surtout ne penser à rien. Ouais, c'est ça. Surtout ne penser à rien. Voilà. Et alors, merde, je pense à des trucs. D'accord. Mais je pense que je pense. Arrête de penser. Mais je peux pas, c'est m'énerve. Exactement. Surtout ne pense pas à un éléphant rose avec des pois verts. Oui. Donc, il prend le contre-pied. Il prend le contre-pied et par rapport à la méditation classique, et il dit juste, vous asseyez comme vous êtes, dans une position qui vous convient, qui est pas passif où vous allez vous endormir, une position plutôt active, mais une position qui vous convienne, où vous êtes bien, et juste vous faites rien. Et moi, c'est comme ça que j'ai découvert le truc.
Et après, j'ai creusé un petit peu parce que ça m'a vraiment surpris. Et par exemple, sur YouTube, vous pouvez trouver des vidéos de Fabrice Midal où il mène des sessions de méditation, entre guillemets, foutez-vous la paix, où il dit aux gens, vous êtes assis sur votre chaise et vous faites rien. Vous foutez la paix. C'est tout. Et un espèce de grand silence. Et il va continuer à dire, vous faites rien, vous laissez venir ce qui est là, vous laissez venir les pensées qui sont là et qui passent, et vous laissez, peut-être que vous sentez le siège sous vos jambes, peut-être que vous sentez, mais surtout, vous faites rien, juste, vous arrêtez de vous stresser, quoi. Vous arrêtez de vous prendre la tête. Et je trouve que c'est super intéressant parce que ça remet la méditation à sa juste place quelque part. C'est-à-dire quand vous creusez un petit peu et que on écoute d'autres maîtres de méditation, on retrouve cette notion de je suis juste présent et je me fous la paix et peut-être que je sens la température de la pièce, peut-être que j'entends un enfant qui crie dans la pièce à côté, peut-être que j'ai chaud, peut-être que je pense aux courses qu'il faut que je fasse demain. Et finalement, tout ça glisse et tout ça s'arrête pas. Et on retrouve, mais dans beaucoup d'ouvrages sur comment méditer, il y a énormément de protocoles, énormément d'injonctions, énormément de comment faire, etc., etc. Et c'est là où lui, il se détache de tout ça et il prend vraiment le contre-pied. Alors son livre est composé avec une quinzaine d'injonctions que je vais vous lire, qui sont assez sympas. Puis après, je vais vous en proposer quelques-unes. 1. Cessez de méditer. Ne faites rien. Deuxièmement, cessez d'obéir. Vous êtes intelligent. Troisièmement, cessez d'être sage. Soyez enthousiaste. Cessez d'être calme. Soyez en paix. Cessez de vous réfréner. Désirez. Cessez d'être passif. Sachez attendre. Cessez d'être conscient. Soyez présent. Et ça, on y reviendra parce que c'est un point qui est vraiment important pour lui. Cessez de vouloir être parfait. Acceptez les intempéries. Cessez de chercher à tout comprendre, découvrez le pouvoir de l'ignorance. C'est super beau. Cessez de rationaliser, laissez faire. Cessez de vous comparer, soyez vous-même. Cessez d'avoir honte de vous, soyez vulnérable. Cessez de vous torturer, devenez votre meilleur ami. Et les deux dernières, cessez de vouloir aimer, soyez bienveillant. Cessez de discipliner vos enfants. La méditation n'est pas de la Ritaline. Voilà. C'est quoi la Ritaline ? Donc, c'est une bonne question dont je n'ai plus la réponse en tête, mais que je pourrais aller chercher dans le bouquin au bon moment et qu'on mettra dans les notes. C'est un psychostimulant. Ah, d'accord. Merci Romain. C'est pour réguler l'hyperactivité pathologique. Voilà. C'est souvent traité pour les déficits d'attention, etc. chez les enfants. ADHD, etc. Ok, donc cessez de méditer, ne faites rien. Le premier, c'est vraiment ce qu'on disait, c'est-à-dire le but du jeu, c'est pas de suivre un protocole. Le but du jeu, c'est simplement d'être présent à soi. Et c'est pas la manière dont on respire, et c'est pas la manière dont on se tient qui va changer le truc. C'est plutôt le choix de juste accepter d'être tel qu'on est, au moment où on est. Et peut-être qu'on est furax, peut-être qu'on est en colère, peut-être qu'on a envie de pleurer, peut-être que... Et tout ça, c'est OK. Et tout ça, ça fait partie de qui on est. Et du coup, le fait de méditer, pour lui, c'est juste simplement être présent à ce qui émerge et à ce qui vient et à ce que l'on est. Donc, on est vraiment dans la présence. Donc ça, c'est vraiment son introduction et le point qui est important. Il y en a un deuxième sur lequel je voudrais venir, qui est « Cessez d'être conscient, soyez présent ». Alors ça, je trouve ça assez intéressant parce que en français, la méditation est souvent appelée méditation de pleine conscience. Absolument, ouais. Voilà. Et on peut se demander d'où ça vient là, cette méditation de pleine conscience. Ça a été traduit de l'anglais mindfulness, la méditation mindfulness en anglais. Sauf que ça a été très très mal traduit parce que dans la notion de mindfulness en anglais, il y a absolument pas de notion de conscience. Imaginez que vous deviez boire un verre d'eau. Si vous devez boire ce verre d'eau en pleine conscience, qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez réfléchir à comment je vais prendre le verre d'eau, et puis je vais réfléchir à comment je vais le pencher, et puis je vais réfléchir à la température de l'eau, le goût de l'eau, je vais me voir de l'extérieur en train de boire ce verre d'eau. C'est l'enfer.
c'est non-stop. Il y a 15 millions de trucs auxquels on peut prêter attention et on n'est même pas encore sûr d'être pleinement conscient. Ok. Donc finalement, dans mindfulness, il n'y a pas de notion de conscience. John Kabat-Zinn dit par exemple, c'est pas du tout la notion de conscience qui est intéressante dans la méditation, c'est la notion de présence. Si par contre je reprends mon exemple de boire un verre d'eau, comment est-ce que je peux être pleinement présent au fait de boire un verre d'eau ? Du coup, je suis plus du tout en train de me surveiller ou en train de monitorer mes gestes ou de voir ce qui se passe. Non, je prends le verre, je le mets à ma bouche, je bois et je vois ce que ça déclenche en moi. Ah ouais. Et il milite, pour vraiment la notion de méditation de pleine présence. Et je trouve que ça fait tout son sens d'être présent plutôt que d'être conscient. Voilà. Et puis ça rejoint plein d'autres habitudes qu'on a développées, dont on a déjà parlé. Être présent à nous-mêmes, à ce que l'on vit, ne serait-ce que quelques minutes par jour, ça permet déjà de désamorcer tout un tas de trucs. On peut être en colère, et puis lorsqu'on voit cette colère en nous et qu'on l'observe, finalement, on s'aperçoit que petit à petit, elle se dissout, que petit à petit, elle passe, etc. Donc, juste en étant présent à soi, il y a déjà énormément de choses qui bougent. Est-ce que vous, il y a des trucs qui vous ont interpellé ou qui vous plaisent dans les injonctions qui ont pu être cités? Carrément. Moi, il y en a un, c'est cessez d'avoir honte de vous-même, soyez vulnérable. Qu'est-ce que ça raconte, ça? Alors, cessez d'avoir honte de vous-même, soyez vulnérable. On rejoint vraiment les travaux de Brené Brown. Brené Brown, il me semble de mémoire qu'on a déjà fait un épisode là-dessus, avec la notion de la vulnérabilité, ou de dire, en fait, si je me protège de tout, je me protège des autres, 1, je vais m'isoler, et 2, je vais aussi me protéger des émotions agréables. C'est-à-dire que je peux pas créer du lien, je peux pas être authentique, être moi-même, tant que je me protège et tant que je vis dans ma bulle. Et je peux pas créer des relations pérennes, sereines, enthousiasmantes, excitantes, tant que j'ai besoin tant que je mets un mur finalement. Voilà. Donc c'est dans le fait d'accepter d'être vulnérable que je vais pouvoir créer des vrais liens, que je vais pouvoir me reconnecter à moi-même, que je vais pouvoir être vraiment présent. Et quelque part, il y a beaucoup cette notion d'arrêter de comparer qui est juste au-dessus dans le livre. Accepter d'être vulnérable, c'est aussi accepter d'arrêter de se comparer aux autres. C'est je suis tel que je suis et effectivement, je m'ouvre et m'ouvrir comporte un risque quelque part. Mais je suis suffisamment résilient pour accepter ce qui vient avec ce risque. Moi, ça me rappelle quand j'étais comédien, je faisais des stages parfois pour apprendre certaines choses et notamment avec des coachs américains qui ont des méthodes un petit peu américaines de coaching, c'est-à-dire des trucs où tu vas vivre des trucs par le corps, où tu vas expérimenter des choses, où tu essaies des trucs. Et il y avait pas mal de travail sur la vulnérabilité aussi, et je sais que c'est des choses qui m'ont pas mal formé. On me demandait de faire des choses et tu disais mais non, quoi. Je savais pas faire ce truc-là. Et elle disait mais vas-y, essaye quand même, quoi. Et tu finissais par faire un truc que tu n'aurais jamais pensé. Après, parce que le cadre aussi, il faisait que tu avais confiance dans ce cadre. Tu vois, tu étais dans le cadre, tu pouvais faire ça. Mais tu te mettais quand même dans des situations de vulnérabilité extrême. Et c'était très intéressant de s'apercevoir que finalement, les moments où tu pensais avant que tu allais être extrêmement vulnérable sont finalement les moments où tu avais le pouvoir. Et parce que et vraiment le truc était, tu le vivais dans le corps, quoi. Tu faisais un truc où tu disais mais là je suis en danger extrême, quoi. On va pouvoir se foutre de moi comme on veut, etc. Et finalement en se mettant là dans cet état d'espèce de dénuement et d'acceptation de voilà, c'est ça, c'est comme ça, je suis comme ça. Et tu voyais qu'en face les gens finalement étaient presque gênés eux par cette vulnérabilité que tu donnais parce que tu avais une espèce de pouvoir comme ça et même physiquement le fait de t'approcher des gens, ils étaient reculés. Ouais. Tu vois, sur des trucs, alors que tu te sentais en situation où, au contraire, donc c'était je trouve que c'est assez intéressant ce truc-là. Ouais, alors ce que j'aime bien, pour reprendre plus le concept de Brené Brown, elle dit la vulnérabilité, ça se construit, c'est-à-dire c'est un peu comme elle prend l'exemple avec sa fille d'une jarre dans laquelle elle met des billes. À chaque fois que tu confies un secret à quelqu'un,
C'est comme tu mets une bille dans le bol, dans la jarre, dans le vase. Voilà. Et finalement, quand le vase se remplit, bah, ça veut dire que c'est quelqu'un de confiance et quelqu'un auprès de qui tu peux t'ouvrir et quelqu'un auprès de qui tu peux être vulnérable. Si l'autre passe la bille à quelqu'un d'autre, confie ton secret, renverse le vase en balançant les pires trucs sur toi, etc., bah, il vaut mieux qu'il n'y ait pas trop de billes. Et tu sais à ce moment-là que c'est pas une personne de confiance auprès de laquelle tu as envie de t'ouvrir et auprès de laquelle tu as envie de faire preuve de vulnérabilité. Et pour revenir sur ton exercice, est-ce que tu as senti dans les fois où tu as fait cet exercice que le fait de le faire plusieurs fois ou plusieurs exercices différents te permettait de dépasser cette notion de vulnérabilité? Comment tu l'as vécu? Ouais, complètement, ouais, bien sûr. Ouais. Et même de gagner en confiance. Parce que déjà, tu réalises ça et finalement, tu comprends que c'est des peurs. En fait, c'est ta peur qui t'empêche. C'est tout construit. Parce que dans le fait, ça n'arrive pas, en fait. C'est que des projections d'imagination de ce que les autres vont penser que, ou les autres vont dire que, ou les autres vont voir que, etc. Et finalement, tout ça, c'est des projections mentales préalables, alors, dont la raison d'être est finalement de te protéger. Hein. La motivation au départ de ces parts de toi sont forcément de te faire du bien, te pas dire, te mettre en danger, etc. Mais c'est que de la construction mentale, parce que quand tu le fais, bah, tu t'aperçois que, voilà, a priori, en plus, dans ce cadre-là, il n'y a pas de danger. Et non seulement il n'y a pas de danger, mais en plus, ça te permet, toi, de prendre un pouvoir que tu pensais pas possible. Et finalement, c'est peut-être la crainte, tu vois, du pouvoir que tu peux avoir, quelque part. Si je vais vraiment au bout de la pelote, peut-être que j'ai la crainte d'avoir ce pouvoir-là, et ce qui fait que c'est pour ça que je me trouve des raisons de pas y aller. Tu vois, ça peut aller jusque-là, je pense. Il y a vraiment une notion de puissance dans. Ouais, complètement. Moi, le parallèle que je pourrais faire, c'est quand on regarde les entrepreneurs qui ont vraiment réussi, ils sont tous passés par des phases où ils se mettaient à risque. C'est rare, enfin peu importe les entrepreneurs, les sportifs, etc. Ils passent tous par des phases où ils se mettent à risque, ils tentent tout, et si on trouve ridicule, et si j'y arrive pas, et si la boîte se casse la gueule, etc., etc. Et c'est comme si quelque part c'était un chemin, un rite de passage quelque part. C'est-à-dire que il y a de ça, absolument, oui. On peut pas être pleinement humain, pleinement présent et se donner complètement dans son activité si on n'accepte pas et qu'on passe pas par ces phases de difficulté à négocier la vulnérabilité quelque part. Et puis c'est une leçon sur soi-même aussi. On apprend sur soi. On s'accepte beaucoup plus, quoi. Ouais. Super. Ça crée de l'empathie. Et en plus, ça crée de l'empathie, mais c'est fabuleux. Et en plus, ça crée de l'empathie. Bah oui, parce qu'après, quand les autres vont faire l'exercice, forcément, tu la gardes pas pareil aussi. Parce que tu sais par où ils sont en train de passer, quel chemin ils sont en train de faire, et a priori, l'endroit où ils vont arriver, chacun le vit comme il le veut, mais forcément, le regard est pas le même. Bien sûr. Absolument. Après, le point de vue général sur le bouquin, moi, ce qui me faisait marrer quand même quand tu nous en as parlé au début, c'est de me dire un bouquin qui te dit, en gros, arrêtez les injonctions, quoi. Mais tu vois, qui te donne une injonction d'arrêter les injonctions. Donc, c'est rigolo parce que là, t'as 14 trucs, on te dit, c'est ça. Ouais, c'est ça, mais je pense que c'est fait exprès, évidemment. Moi, celle qui me parle bien là, alors, comment je les comprends? Et après, tu vois, par exemple, cessez d'être calme, soyez en paix, pour moi, ça me parle bien, ça. Ouais. Tu vois, la paix est forcément, d'abord, elle est beaucoup plus fort que le calme, évidemment. Mais tu sens bien que si tu arrives à être en paix, t'as même plus besoin d'essayer d'être calme, quoi. T'es forcément calme. Alors, c'est assez intéressant parce que lui, il le prend, exactement, lui, il le prend sous un angle différent. C'est-à-dire que si vous regardez dans des interviews, etc., lorsqu'on lui dit, mais du coup, on lui pose la question, mais du coup, vous êtes tout le temps calme, etc., il dit, mais pas du tout! Mais je suis pas du tout calme. Mais je suis en paix avec ma colère. Mais exactement, je suis en paix avec ma colère. Je suis en accord avec l'émotion que je vis au moment où je la vis parce qu'elle est juste. Génial. Et il a cette phrase qui est juste géniale où il dit la méditation pour devenir calme tout le temps, c'est comme être mort avant d'être mort, quoi. Je veux dire, il y a personne qui a envie d'être calme tout le temps. Je veux dire, on a envie de vivre, on a envie de sentir des émotions, on a envie d'être follement amoureux, on a envie de faire tel truc, de vivre tel machin, etc., etc. Et si vous manquez d'idées, allez voir dans votre liste un jour peut-être. Il y a plein de trucs qu'on a envie de faire. Et ça, c'est passionnant. Et il dit, si la méditation, c'est une manière d'être calme tout le temps, c'est-à-dire que c'est une manière de passer à côté de sa vie, quoi. Non. Non, je suis en paix et je suis en accord avec chacune des émotions que je vis parce qu'elle est juste au moment où je la vis. Voilà. Et moi, ça me parle beaucoup. Ben oui, et puis ça rejoint aussi la communication non violente, c'est-à-dire que nos émotions, elles nous renseignent sur un besoin qui est nourri ou qui est pas nourri.
Absolument. Donc, il n'y a pas d'émotions positives ou négatives. Il y a des émotions qui nous renseignent vers quelque chose de plus profond, ou en tout cas dans un endroit de conscience un peu plus élevé. Tout à fait. C'est clair. Voilà, donc... Alors, l'autre après, j'en ai un autre, parce que tant que je te tiens, j'en ai un autre. L'autre qui me parlait bien, c'était quoi? Ah oui, cessez de vouloir aimer, soyez bienveillant. Moi, celui-là, il me parle. Ouais. Et je vais dire pourquoi, c'est parce que j'ai essayé d'aimer volontairement. C'est bizarre, hein. Ouais. Mais tu vois, je me disais, mais finalement, c'est moi qui m'aime pas assez, c'est moi qui, il faut qu'est-ce que je peux trouver comme truc à aimer chez l'autre, et pas forcément d'ailleurs d'amour, tu vois, ça peut être juste sur l'amitié, quoi, sur l'agapé. Absolument. Mais il y avait quand même ce truc-là, et finalement, le truc soyez bienveillant, c'est vrai que c'est un lâcher prise, quoi. C'est-à-dire, ok, juste arrête d'essayer, t'es bienveillant, tu prends juste la bienveillance et tu vas voir que quelque part ça se fait tout seul. Et en fait, moi, c'est un peu mon expérience pour le coup. Ouais, tout à fait. Vas-y. En accord avec ça. Après, je pense que c'est important de définir la bienveillance, parce que pour pratiquer, ou en tout cas dans le monde de l'entreprise, à droite à gauche, bienveillance, c'est la façon dont c'est utilisé, quelquefois, voilà, c'est pour légitimer des choses qui ne le sont pas du tout. Il peut y avoir du bienveillance washing. Voilà, exactement. Donc, en tout cas, qu'est-ce qu'est notre acception, ou qu'est-ce qu'est l'acception de l'auteur par rapport à cette bienveillance-là? La notion de bienveillance, elle est vraiment vis-à-vis de soi, vis-à-vis des autres, c'est vraiment la posture quelque part. C'est la posture de dire, moi j'aime bien faire un parallèle avec le côté stoïque, ou même le côté interdépendant. C'est-à-dire que on nous vend dans la société que le summum du summum, c'est l'indépendance. C'est je nais dépendant, je suis un enfant, je suis dépendant de mes parents, je grandis et je vais vers l'indépendance. Et on a l'impression que dans la société dans laquelle on vit, ça s'arrête à l'indépendance. Sauf qu'en fait, non, on fait partie d'un système qui est beaucoup plus grand que nous. J'ai pas tricoté le pull que j'ai sur moi, j'ai pas fait le jean, j'ai pas été cueillir le blé qui a servi à faire ma galette ce midi, etc. Donc, on a un niveau au-dessus, qu'on en soit conscient ou pas, qui est l'interdépendance. Et lorsqu'on arrive à ce niveau d'interdépendance, et ça rejoint certains éléments de la pensée stoïque, finalement, je peux choisir ce que je mets en commun dans la communauté. Je suis acteur proactif de ce que je partage, et dans cette manière de contribuer, je peux être bienveillant. Je peux dire ça m'appartient, et ça c'est quelque chose qui vient de toi et que je prends pas. Et je peux me comporter en faisant des propositions. Tu parlais de CNV, on est en plein là-dedans. On est en plein dans la notion de CNV qui est je parle de mes besoins, je parle de mon ressenti, mais je vais pas aller mettre des mots dans la bouche de l'autre, ou je vais pas aller expliquer à l'autre ce qu'il doit ressentir ou ce qu'il doit faire, ou etc. etc. Voilà. Donc, c'est vrai que cette notion de bienveillance par rapport à cette fait d'aimer de manière forcée, elle est beaucoup plus simple. Elle est beaucoup plus dans le lâcher-prise. Et ça, je trouve que c'est très, très beau. C'est très, très beau. Plutôt que d'essayer d'aimer tout le monde, où souvent on tombe dans le « mais il faut que je t'aide !» Non, mais je t'aime, alors, et du coup, il faut que je t'aide. Mais c'est dur, hein. Voilà. Mais t'es pas facile, hein. Tu te laisses pas beaucoup aider, hein, quand même, ces derniers temps. Franchement, tu pourrais te laisser aider un peu plus, quand même. C'est du boulot, J'aime pas trop ça, le boulot. Bon. Et j'aime pas trop ça, le boulot. Un qui me parle un peu moins, pour le coup, peut-être pas, je sais pas, pour finir, ou en tout cas, c'est, et du coup, c'est intéressant, parce que j'aimerais savoir ce que ça veut dire. Le cesser de rationaliser, laisser faire. Là, pour le coup, je vois moins le rapport schmilblick. Ouais. Alors, il est vraiment dans le côté. Il y a un point que j'ai pas encore développé, mais sur lequel tu m'amènes, c'est parfait. Le fait de vous foutre la paix, foutez-vous la paix, ça veut pas dire ne rien faire. Ça veut dire que j'ai toute une liste de choses à faire, et je vais la faire, et je vais m'y attaquer, et je vais avancer. Donc le fait de me dire je vais me foutre la paix, ça va pas du tout me dire du coup je me mets au fond du canapé et je fais plus rien. C'est au contraire, je vais être, et ça pour le coup on le retrouve beaucoup dans la procrastination, c'est le fait de faire les choses, mais de les faire sans pression, de les faire de manière productive et sereine.
C'est-à-dire que je vais prendre la liste de tout ce que j'ai à faire et au lieu d'essayer de tout rationaliser, bon, je vais faire ça d'abord, puis je vais faire ça après, et puis et puis je vais faire des montagnes de ma to-do list et de tout ce que j'ai. Non, je vais lâcher prise, je vais prendre le premier, je vais le faire, je vais passer au suivant, je vais le faire, je vais passer. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai interprété. Voilà. Et du coup, les choses vont se faire, mais de manière beaucoup plus naturelle, beaucoup plus spontanée, beaucoup plus facile. C'est retirer la pression. Je veux dire, c'est ce qu'on dit à un enfant qui va passer le bac quand on lui dit, écoute, c'est demain, là, tu vois, on est la veille à 18h, arrête. Je veux dire, arrête de réviser, arrête tes maths, là, tu vas piquer une tête à la piscine, tu vas courir, tu vas te changer les idées, etc. Tu vas te faire une bonne nuit de sommeil. Parce que c'est pas dans les 3 dernières heures ou même dans les 10 dernières heures que tu vas pouvoir corriger le truc, etc. Tu as plus de chances de t'emmêler les pinceaux qu'autre chose. Donc, lâche prise, t'as bossé, t'as fait le truc, maintenant t'arrêtes de te mettre la pression et t'y vas et tu te fais confiance. Et on retrouve et si vraiment t'as pas une bossé, de notion toute façon, c'est trop tard. Et si de toute façon t'as pas bossé, t'es pas bien. Voilà. Donc, on est d'accord. Voilà, donc j'aime bien ce côté vraiment de laisser faire et d'accepter que voilà, on fait partie d'un tout. Est-ce que ce livre, tu l'as lu en une fois? En combien de temps tu l'as lu? Et qu'est-ce que toi tu as mis en pratique? Ou qu'est-ce que toi tu t'es dit, ah ouais, là, je prends ce truc-là, parce que je sais que t'en lis plein des bouquins de ce genre-là. Alors celui-là, qu'est-ce qui t'a apporté concrètement que tu fais un peu maintenant? Alors, j'ai bien aimé parce que j'ai pris, j'ai arrêté, j'ai repris, j'ai arrêté. Donc, c'est pas un livre que j'ai lu d'une traite, comme d'autres où je suis tombé dedans et je me suis dit, mais faut absolument que j'aille jusqu'au bout. C'est un livre que moi, j'ai eu besoin de digérer petit à petit. Voilà. Donc, c'est peut-être aussi pour ça que lorsque je réponds, je l'ai pas relu hier juste pour le podcast. Donc, il y a peut-être des éléments que j'ai lus il y a un peu plus longtemps. Mais en tout cas, c'est quelque chose que j'ai laissé infuser. Et puis j'ai retrouvé, j'ai creusé, j'ai trouvé des vidéos de Fabrice Midal sur YouTube. J'ai trouvé dans une appli que j'utilise qui s'appelle Insight Timer, où il y a, c'est un peu comme Petit Bambou, comme Mind, comme Headspace, etc. Elle est top. J'ai la même. Voilà. Eh ben, très bien. Elle est vraiment bien. Et il y a des méditations guidées, mais il y a aussi des cours qui sont une espèce de mélange de méditation avec des concepts. Et il a un module en une dizaine de sessions que j'ai fait et que j'ai trouvé vraiment bien. Et ça m'a réconcilié avec la méditation. Parce qu'en toute transparence, mais je pense que je l'ai déjà dit dans ce podcast, la méditation et moi, on n'est pas toujours d'accord. C'est-à-dire, j'ai un peu ce côté, j'ai pas réussi, quoi. Voilà, je suis assis et performant, quoi. Ouais, performance, exactement. Et c'est un petit peu frustrant. Et j'avoue que son bouquin et les sessions que j'ai pu faire de méditation, la dizaine de sessions là qui durent, je sais pas, 15 minutes par session, c'est très facile. Et ça m'a vraiment détendu sur le sujet, quoi. Voilà. Il dit, écoutez, n'importe quel moment dans la journée, vous sentez qu'il y a un peu de pression qui monte, foutez-vous la paix. Juste cette petite phrase, ça clique, foutez-vous la paix. Hop, je reviens au présent, je reviens sur le truc, c'est quoi l'enjeu? Pour moi, c'est très intéressant parce que ça reconnecte à c'est quoi mes priorités, en fait. C'est quoi les vraies priorités, là, maintenant, tout de suite. Et voilà. Et du coup, tous ces éléments mis bout à bout, je trouve que c'était vraiment très intéressant. Puis ça se lit facilement. Il est très détendu, il est très cash. Donc du coup, il va dire les choses de manière très très franche dans le bouquin, puis même dans ses présentations sur YouTube et autres. Voilà. Donc je vous invite vraiment à creuser. C'est pas obligé de le lire d'un bout à l'autre. On peut piocher, on peut lire le 2 parce que cesser d'obéir, ça vous parle. Et puis après, on lit le 8 parce que, je sais pas, cesser de vouloir être parfait, ça vous parle, etc. Et il est vraiment dans l'acceptation, voilà, la météo qui passe, les intempéries, les machins. Et dernier point sur lequel je voulais vraiment mettre en lumière, il y a aussi un côté, on est beaucoup, et ça pour le coup, c'est quelque chose de très présent dans beaucoup de choses que je lis sur le côté stoïque, dans je suis responsable de tout. Et dans GTD, on est aussi comme ça. Je suis acteur de ma vie et je suis responsable de tout. Et parfois, ça peut créer une espèce de pression permanente de je dois décider de chaque petite chose, de chaque machin pour être sûr que tout soit aligné, pour que, etc., etc. Et il remet un peu de sens, tout simplement, de bon sens là-dedans,
en disant non, vous n'êtes pas responsable de tout. Je veux dire, vous n'êtes pas responsable de la météo, vous n'êtes pas responsable de ce que fait l'autre, vous n'êtes pas responsable de ce qui se passe autour de vous. Oui, peut-être que vous êtes responsable de vos actions, et même dans vos actions, vous pouvez lâcher prise parce que vos actions, elles sont aussi en partie créées par le cadre, l'environnement dans lequel vous êtes, les conditionnements que vous subissez de manière consciente ou inconsciente. Il y avait une très bonne étude, je crois, de Stanford qui disait qui prenait les gens, qui leur donnaient une boisson chaude ou une boisson froide à l'entrée d'un parc, et 15 minutes plus tard, ils allaient leur faire lire un texte, le même texte à tout le monde, et les gens qui avaient eu la boisson chaude disaient que la personne dans le texte était plutôt conviviale et sympathique, et les gens qui avaient eu la boisson froide, 15 minutes plus tard, disaient que la personne était plutôt froide et distante et pas agréable. Une boisson, 15 minutes plus tard dans un parc, c'est incroyable. Donc on est tous conditionnés. Ça, il n'en parle pas dans le bouquin, mais en tout cas, l'essence, c'est ça, c'est d'accepter que, il y a plein de choses qui sont pas sous notre contrôle et que c'est OK aussi. Et je pense que pour des GTDistes, des fois, ça fait un peu de bien de se dire que je fais de mon mieux et c'est ça qui compte et ça suffit. Et j'ai pas besoin de tout faire parfaitement et il y a plein de trucs qui m'échappent et OK, c'est OK. Ça arrive, ça fait partie de la vie et c'est bien aussi. Ça fait partie de l'aventure. C'est top. Écoute, moi je retiens plein de choses de tout ça, mais j'aime bien effectivement, je te rejoins sur la méditation, parce qu'il y avait un côté où c'était devenu quasiment une technique et que si tu faisais pas dans les règles de l'art le truc, de toute façon c'était et puis il y a presque t'y arriveras jamais, t'es perdu et tout. Des personnes autour de nous également en disant ah bon, tu médites pas? Comment ça tu médites pas? Mais comment tu peux être zen au quotidien? Ah ouais, t'as pas médité aujourd'hui. En fait, quand t'auras compris, tu méditeras, tu vois. Quand t'auras compris, tu as un niveau de conscience un peu en dessous, mais quand t'auras une conscience élevée, complètement. En fait, il faudrait faire une méditation avant de commencer la méditation. Pour être bien calme quand tu commences la deuxième méditation. Pour vraiment profiter pleinement, tu vois. Ouais, tout à fait. Un petit foutez-vous la paix avant de commencer la méditation. Alors ça peut ça va suffire, je pense. Merci beaucoup. Enfin, voilà, j'ai pris beaucoup de plaisir à lire et je vous invite à lire également parce que c'est très agréable et puis ça donne plein d'idées. Donc à voir ce que vous prendrez. Oui, puis il y a des vidéos sur YouTube, tu disais. Ouais, il y a des vidéos sur YouTube, il y a plein de trucs dont il est un peu partout et je trouve que c'est assez sympa. Puis le personnage est très agréable. Truculent. Ok, ça marche. J'aime bien ton terme. Merci Geoffrey. Merci. Bye bye gentil. Pro et serein, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que l'épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à en parler autour de vous et pourquoi pas à nous laisser un commentaire soit sur votre plateforme préférée, soit même sur le forum du site www.proetserein.com qui est en accès libre à la lecture. Restez pro, restez serein et nous vous retrouvons au prochain épisode.